Bonjour à tous et à toutes. Et donc, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Bianchi. Monsieur Bianchi, après des études en droit à l'université de Pise, a commencé sa carrière à la Commission européenne en 1995 dans un secteur clé qui est la Direction générale de l'agriculture. 10 ans plus tard, il est entré au cabinet de Madame Fischer-Boel, commissaire à l'agriculture et au développement rural, avant de rejoindre en 2010 le service juridique de la Commission européenne, où il est depuis 2019 conseiller juridique en charge de différents dossiers en rapport avec les relations extérieures de l'Union européenne. Parallèlement à sa carrière dans la fonction publique de l'Union européenne, M. Bianchi a entamé en 2007 une thèse de doctorat en droit sous la direction du professeur Claude Loumann à l'université Paris-Panthéon-Assas, thèse de doctorat qui portait sur la comitologie et son origine agricole, et thèse qu'il a soutenue avec succès en 2010. M. Bianchi est chargé de cours aux universités de Paris et Tours notamment, et il peut se prévaloir d'une activité importante de publication, ce qui est d'autant plus remarquable que c'est une activité qu'il mène en parallèle à son activité à la Commission européenne, et il est ou a été invité comme conférencier dans de nombreuses universités, notamment en France et en Italie. Ceci fait que c'est vraiment peu dire que, combinant une expertise théorique incontestable de par ses activités académiques à une connaissance pratique liée à son activité professionnelle de plus de 30 ans, notre conférencier, le conférencier que nous accueillons aujourd'hui, est une personne particulièrement appropriée pour nous entretenir de la souveraineté européenne dans le domaine agricole et alimentaire, un sujet qui est l'objet de ses recherches récentes et qui, incontestablement, est d'une très grande actualité après la crise du Covid, la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine et aussi les autres problèmes, notamment en termes alimentaires, que pose la guerre en Ukraine, l'Ukraine qui était le grenier de l'Europe, voire du monde, et aussi la montée en puissance des populismes. C'est dire que nous sommes particulièrement heureux de l'accueillir aujourd'hui, et moi tout particulièrement, et donc je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Au début, j'aurais voulu intituler mon exposé « Les Green Deal », donc les pactes verts. Mais après, je me suis posé la question, on est à la veille des élections communales, donc faire référence à des choses un peu trop vertes, donc ça aurait pu passer par un clin d'œil politique. D'ailleurs, les bleus de la présentation, c'est les bleus de l'Union européenne, là aussi pour fermer la parenthèse. Par une citation, donc, pour m'amener donc à la thématique que j'ai choisie, donc la souveraineté alimentaire en particulier. Donc c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait dans un projet de constitution pour la Corse, usez-vous toutes les richesses du monde, si vous n'avez de quoi vous nourrir, vous dépendez d'autrui. Donc vous voyez, souveraineté et souveraineté alimentaire sont au centre du débat. Donc au débat d'un philosophe qui est non un économiste, donc qui déjà traitait de ces sujets à cette époque. On attribue au même auteur aussi la phrase suivante, eat the rich, donc manger les riches, et donc parce que lui il disait quand le peuple n'aura plus rien à manger, il mangera les riches. Donc à nouveau vous voyez souveraineté et alimentation, donc des nouveaux, mais aujourd'hui on ne parlera pas des cannibalisme ni non plus du programme du PTB ou de la France insoumise. On ne parlera pas non plus des barbecues. Donc, parce qu'il y a aussi encore là
une économiste, les mêmes anneaux que les Rousseau, donc bien mieux connus, qui faisait état qu'il faudrait un changement des mentalités pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Donc, arrêter les barbecues serait donc un élément clé d'une éventuelle stratégie pour l'alimentation selon certains politiciens. Mais venons donc à notre souveraineté. Lorsqu'on parle de souveraineté, on doit parler de géopolitique. Lorsqu'on parle de géopolitique, on n'est pas parler des stratégies. Lorsqu'on parle des stratégies, on parle des stratégies justement lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un défi à surmonter. Est-ce qu'il y a justement une crise des souverainetés? Est-ce qu'il y a une crise alimentaire? Ou alors est-ce qu'on doit parler des crises aux crises au pluriel dans ces domaines. Donc, et quel est le rôle donc de la souveraineté dans tout cela? Pour cela, partons plutôt d'un paradoxe. Donc, aujourd'hui, nous savons que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la population mondiale a presque doublé. La production alimentaire a plus que triplé. Les surfaces agricoles ont cru d'environ 15%. La Terre a apparemment, donc la planète, les moyens de nourrir l'ensemble de sa population, même jusqu'à un niveau de 9 milliards et probablement même 10, c'est les nombres qu'on s'attend vraisemblablement d'ici 2050. Tout cela est signe d'une réussite. Donc, les décès dus à la malnutrition sont en chute libre. Les objectifs du millénaire pour le développement qui ont été fixés en 2000 apparemment ont été atteints. Donc, on s'est même fixé maintenant l'objectif d'éliminer complètement la faim dans toutes ses formes d'ici 2030 et donner la sécurité alimentaire à tous. Mais c'est là les paradoxes. On doit constater deux phénomènes. D'un côté, la faim dans les mondes s'aggrave. Donc, vous voyez cette courbe. Donc, les famines sont de plus en plus rares. C'est vrai qu'on n'assiste plus à des épisodes comme ils ont été connus dans les années 50, dans les années 60, des millions de personnes qui décédaient à cause du manque de nourriture. Mais le nombre de personnes sous-alimentées ou alors avec une alimentation qui n'est pas correcte augmente. Bon, ce n'est pas la peine de vous rappeler la séquence tragique depuis 2021. Les Covid, l'invasion russe de l'Ukraine, la crise énergétique, les massacres du 7 octobre, les conflits en Moyen-Orient. C'est clair que tout cela déstabilise la planète et provoque donc une augmentation de la population qui est en danger. Et à tout cela s'ajoute un phénomène qui, bien sûr, il est là depuis un certain temps, il ne faut pas les nier, un phénomène persistant et en recrudescence qui est les changements climatiques. Donc, c'est quelque chose qui est derrière aussi tous ces aspects. L'autre deuxième phénomène aussi un peu paradoxal, c'est qu'il y a de plus en plus d'obèses dans le monde. Donc, vous voyez les chiffres, donc sont impressionnants. En valeur absolue, les États-Unis ont 80 millions d'obèses, donc 20% de la population, et la Chine, que ça peut sembler étrange, ils en ont pour 57 millions, donc 5% de la population, avec les conséquences que cela implique. Certaines maladies cardiovasculaires, diabète, mais aussi des tensions sur les ressources, sur l'approvisionnement. Et les pays émergents ne sont pas épargnés par ces phénomènes. Donc, quand vous voyez que dans ces pays, presque 50% de la population est obèse, surtout dans des îles qui sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique, voilà. Quelle question, justement, s'est posée. Revenons en Europe. Donc, un exemple plus près de chez nous, la France. Donc, vous voyez, ces chiffres sont la consommation mensuelle de biens alimentaires. Donc, pour la première fois, donc du jamais vu depuis les années 80, il y a une baisse.
qui coïncide bien sûr avec les crises que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les recours aux banques alimentaires explosent. On parle de plus de 2 millions et selon certains même 5 millions de personnes qui doivent faire recours aux banques alimentaires pour se nourrir chaque jour. Et c'est là en France. Donc on n'est pas en train de parler d'un pays du tiers-monde ou en voie de développement. Bien sûr, il y a toute une série de facteurs structurels, des facteurs conjoncturels qui peuvent expliquer cela. Je préfère passer outre la théorie et aller directement à des exemples concrets pour mieux expliquer donc l'origine de la crise alimentaire et de ce genre de phénomènes à travers justement des exemples. Et commençons par un exemple géopolitique. Donc, parlons de l'Ukraine. Donc, là aussi, je ne vais pas non plus entrer dans les détails du conflit, les raisons, ou alors la production spécifique de l'Ukraine et son rôle dans le monde agricole, surtout pour la production céréalière et la production d'engrais. Mais je poserai une question relativement simple. Mais pourquoi Poutine veut à tout prix l'Ukraine, mais pas les Ukrainiennes et ses infrastructures? Donc, l'intérêt, c'est parce que c'est l'intérêt agricole. Donc, ce sont les terres les plus fertiles de la planète, donc encore aujourd'hui. Donc, et alors, ne soyons pas naïfs. Pourquoi l'Europe veut à tout prix défendre les Ukrainiennes? Donc, bien sûr, il y a un partage des valeurs. Donc, nous partageons les mêmes valeurs de démocratie avec les courageux peuples ukrainiens. Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est la porte orientale de l'Europe. Elle garantit le contrôle de la mer Noire. Il ne faut pas oublier nos frontières de la Pologne et de la Roumanie. Donc, avec l'adhésion de l'Ukraine, déjà les agriculteurs s'inquiètent de la perte possible des subsides agricoles, mais ils oublient un autre aspect. Avec l'adhésion de l'Ukraine, l'Union européenne deviendrait un des premiers pays producteurs agricoles. Donc, un acteur géostratégique de niveau mondial. Donc, vous voyez donc quels sont les intérêts aussi derrière ces questions. Donc, à nouveau, souveraineté et alimentation qui sont l'élément clé de cet aspect. Donc, il est encore bien sûr prématuré de parler des conséquences de l'adhésion de l'Ukraine, vu la stagnation du conflit, mais si l'ère au changement a sonné, comme on peut lire dans un rapport agricole récent, c'est à ces changements-là que l'Europe doit certainement se préparer. Et bien sûr, pas que l'Europe. Regardez ça, bon, c'est la liste des pays, il y en a 36 qui sont à risque à cause des importations de blé d'Ukraine et de Russie. Il dépend à plus de 50% de ces importations. Il y a 1,7 milliard de personnes qui sont en danger à cause de cette crise. Donc vous voyez à nouveau un exemple d'une crise plus ou moins locale qui a des conséquences d'un point de vue géostratégique sur la planète entière. Un deuxième exemple, je l'ai intitulé un exemple qui tue, c'est la question des masques et des médicaments. Lors du Covid, l'Europe a découvert des pénuries de masques, des respirateurs, des médicaments, des matières premières, des biens de première nécessité. Elle a connu des fermetures des frontières, d'interdiction d'exportation, l'ouverture des couloirs d'urgence. L'Europe a découvert sa perte de souveraineté. Donc, face aux crises, on a des problèmes de souveraineté énergétique, militaire, médicale, industrielle, économique et alimentaire. Elle a découvert sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Elle a découvert qu'on n'est pas un monde dans lequel on peut vivre dans un système international qui reconnaît ces grands principes, parce qu'il y a de plus en plus des régimes autocratiques qui préfèrent dicter ses propres lois et ne pas donc partager avec les autres ces ensembles des valeurs. Donc c'est l'idée d'un monde globalisé qui a disparu. Donc l'économie monde dont on parlait Fernand Braudel vient de s'effondrer. Un autre exemple, un exemple qui pique, la moutarde. Donc, ça peut sembler un produit tout à fait banal, tout à fait anodin. Et donc, la moutarde est au carrefour de toutes les questions d'actualité. Du paradoxe agricole, de la perte de souveraineté, du changement climatique, de la guerre en Ukraine.
Tout se conjugue pour qu'à un certain moment, la France, qui ne produit presque plus de moutarde, faute des techniques culturelles adaptées, elle a décidé d'interdire certains insecticides qui pouvaient protéger les plantes en question. Donc, elle doit se procurer environ 35 000 tonnes de grains chaque année. Mal lui incombe, crise climatique chez les principaux fournisseurs, le Canada, guerre chez les deuxièmes et les troisièmes, Russie et Ukraine, envolée des prix, choix politique et commercial, délocalisation de certains grands producteurs et surtout les comportements des consommateurs qui décident tout d'un coup alors de s'accaparer, d'aller à tout prix acheter de la moutarde qui, j'imagine, aujourd'hui, elle va remplir les placards probablement à côté du papier toilette du premier confinement du Covid. Donc, comme vous voyez, un produit banal, donc, qui n'est pas du tout rare, devient l'objet des spéculations et des convoitises et vous explique donc ces enjeux géostratégiques globaux. Un exemple qui inquiète, ou plutôt qui devrait inquiéter. Donc, ça, c'est les ports d'Anvers, et ça, c'est une batterie anti-missile. Donc, récemment, les bourgmestres d'Anvers ont demandé l'installation des batteries anti-aériennes pour protéger les ports d'Anvers. Pourquoi tout d'un coup, donc, ces besoins? Mais parce que simplement, il a fait le constat que tous les autres ports du nord de l'Europe, ils sont protégés. Donc, les ports d'Anvers et des Îles Rouges, qui c'est quand même un port très important, il n'est pas protégé. Dans les plans STAR, que c'est la vision stratégique pour la défense de Mme Dendonder, la ministre de la Défense du gouvernement sortant, les ports d'Anvers n'est cité que pour les trafics de drogue. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de volonté d'assurer une protection particulière. Donc, vous voyez, il y a un problème de concurrence avec d'autres ports, il y a un problème de souveraineté, un problème de défense, un problème, donc, à nouveau, d'alimentation. Donc, tout est lié. Et pensez qu'il y a des États membres qui vendent leurs ports aux Chinois. Donc, vous voyez les paradoxes. Mais venons donc alors à cette souveraineté. On parle de souveraineté, mais c'est quoi alors cette souveraineté? Donc de quoi on parle lorsqu'on doit essayer de la définir? Il y a eu récemment une enquête en France par l'Institut, la Fondation Jean Jaurès, qui a posé la question, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous pensez, donc quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit en parlant de souveraineté? Les personnes du sondage ont répondu essentiellement roi et pouvoir. Ça sont les premiers mots. Après, il y en a d'autres, il y en a quand même pas mal liés à la monarchie, donc, mais quand même roi, pouvoir sont les mots qui ont été mentionnés en premier. Ça peut sembler étrange aujourd'hui, effectivement, de parler de souveraineté. Il y a encore une dizaine d'années, si quelqu'un aurait parlé de souveraineté, immédiatement, il aurait été taché de populisme, nationalisme. Vous vous rappelez les débats sur le consumérisme patriotique d'une candidate française aux élections présidentielles. Donc, vous voyez, ça, c'était la tonalité du débat à l'époque. Aujourd'hui, donc, souveraineté sont des mots qui sont communs, qui sont utilisés quotidiennement. Mais souveraineté a aussi quand même pas mal d'acceptions, pas mal de variantes. On a toujours pensé que pour être souveraine, il faut être donc, on l'associe au localisme, donc tout chez soi, une espèce de vision autarchique. Donc, on est capable tout seul de tout faire. Donc, malheureusement, ce système-là n'a jamais fonctionné. Même en temps de guerre, bien sûr, là, c'est une autarchie forcée. Donc, les populations n'arrivent pas à se nourrir complètement. Ça a provoqué des pénuries, ça a provoqué des maladies, des conséquences quand même importantes. Même l'idée d'une ville nourricière qui puisse se nourrir, ça n'a jamais existé. Donc, dans l'histoire, ce que l'histoire nous enseigne, c'est que les États ont toujours eu besoin d'avoir les contrôles des routes d'approvisionnement, de s'assurer l'approvisionnement des matières premières et d'aliments qui venaient d'ailleurs. Et d'ailleurs, effectivement, les croisades et la colonisation, c'était les aspects plus importants à l'époque pour garantir les contrôles de ces routes d'approvisionnement. Aujourd'hui,
on est là, donc nous sommes là, nous sommes à nouveau là. On ne parle plus des croisades ni des colonisations, quoique, mais on construit des routes interplanétaires. Ça, c'est les projets de la nouvelle voie de la soie, des routes de la soie des Chinois, qui s'appelle Belt and Road Initiative, pour lier la Chine donc aux pays européens. On a les mêmes, la version occidentale, donc qui doit lier l'Inde en passant par le Moyen-Orient pour arriver jusqu'à l'Europe. Et c'est là par voie maritime et par voie ferroviaire. C'est pas un hasard que ça passe par Israël et la Jordanie. Et les complotistes habituels ont vu dans la réouverture du conflit israélo-palestinien donc un volet de ces projets. Bon, peut-être les pirates qui infestent ces zones, et surtout la mer Rouge, donnent aussi encore un caractère picaresque à ces projets. Mais il y en a d'autres, en Afrique également. Les couloirs des Lobitos, peut-être ça ne vous dit rien, mais c'est un projet pour pouvoir traverser l'Afrique d'est en ouest en 8 jours au lieu des 30. Bien sûr, elle s'adresse à qui? Certainement pas à des voyageurs un peu exotiques, mais pour les transports des matières premières. Toutes ces zones-là sont des pays producteurs des matières premières critiques. Ces matières premières critiques dont l'Europe a besoin et dont le reste du monde également a besoin. Pour certains d'autres, la souveraineté est liée à la science. Donc, la science aurait dû fournir, à travers la recherche agronomique, la recherche biotechnologique, la nourriture industrielle, aurait dû fournir une réponse et une souveraineté à la population en général. Bon, ce qui nous reste de cette époque, surtout de la Space Age, donc des années 70, c'est l'effet qu'on pouvait se nourrir comme des astronautes, donc en ingérant des pilules concentrées de nutriments. Aujourd'hui, l'héritage de cela, c'est l'agroalimentaire industriel. Donc, des aliments qui sont enrichis en arômes, en additifs, en conservateurs, censés reconstruire l'aliment tout en lui assurant une longue conservation et un transport facile. Au niveau international, la FAO a essayé également de donner une définition de sécurité alimentaire et de souveraineté en mettant l'accent non simplement sur les besoins de nourriture, de se nourrir, mais aussi sur les besoins nutritionnels, sur les préférences alimentaires dans un environnement sain. Mais on parle aussi de souveraineté par rapport à la dimension supranationale. Normalement, on définit la souveraineté par opposition à la supranationalité. Donc, elle prendrait alors la forme des souverainetés et des nationalismes, ou alors, dans des termes un peu plus négatifs, donc des souverainetés et populisme, ou alors dans des termes alimentaires, des consumérismes patriotiques, des nationalismes alimentaires. Derrière tout ça, il y a la défense, par exemple, du made in, la défense des produits traditionnels typiques. Tout cela sont expressions de cette forme des nouveaux nationalismes alimentaires. En droit, c'est intéressant de noter que les juristes, ils ont toujours lié la souveraineté aux États. Ce sont les États qui sont souverains, donc ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut manifester cette souveraineté. Et voilà, on doit aussi faire face à une nouvelle réalité. Donc, est-ce qu'il y a une souveraineté européenne? En réalité, oui, elle existe. Donc, on a une souveraineté monétaire, on a la représentation externe, on a la souveraineté budgétaire, il y a des politiques exclusives, que ce soit la politique douanière, commerciale, la concurrence, la pêche. Donc, il y a toute une série de domaines dans lesquels l'Union européenne manifeste effectivement une sorte de souveraineté en opposition à celle nationale. Et bien sûr, il y a une souveraineté normative. Aucune autre organisation internationale ne dispose des moyens aussi considérables en termes budgétaires et en termes d'instruments juridiques directement contraignants qu'est l'Union européenne. Mais venons donc à cette Union européenne. Donc, pourquoi elle n'a pas choisi les mots des souverainetés alors?
dans toutes ces stratégies. Donc l'Union européenne, elle ne parle pas de souveraineté, elle parle d'autonomie stratégique et d'autonomie stratégique ouverte. Peut-être une première explication, c'est dû au fait que le mot souveraineté est lié à tous les aspects que j'ai mentionnés. Est lié au pouvoir, est lié aux États-nations, est lié donc aussi, dans sa vision négative, à des aspects populistes et nationalistes. Et donc, elle n'a pas voulu employer les mots souveraineté dans ses stratégies, mais elle a préféré mettre l'accent sur l'idée d'une autonomie stratégique ouverte. Et c'est quoi cette autonomie stratégique ouverte? Dans un des premiers documents, une communication, elle a défini comme l'effet de mettre l'accent sur la capacité de l'Union européenne de faire ses propres choix, de façonner le monde qui l'entoure par son rôle de chef de file, par son engagement, à la lumière de ses intérêts stratégiques et de ses valeurs. Donc ce sont deux mots-clés qui vont revenir, ses intérêts et ses valeurs. L'Union européenne a fait un lien très étroit entre la défense des intérêts stratégiques, des intérêts économiques, des intérêts donc des natures politiques et ses valeurs. Donc les deux sont étroitement liés dans sa stratégie et dans ce qu'on verra après dans ses plans et dans son pacte, les fameux pactes verts, les Green Deal dont je vous parlerai. Mais dans tout cela, l'agriculture, alors, au niveau européen, elle joue quel rôle? Donc, quelle est sa place? Bon, là, je dois avouer que j'étais fort déçu par la stratégie qui a été employée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu une publication, une communication qui s'intitulait « L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture ». Donc, l'alimentation était en première ligne, l'agriculture, elle suivait. Donc, on aurait pu s'attendre à nouveau un grand débat sur les rôles clés de l'alimentation dans la politique agricole d'avenir. Mais en réalité, non, c'est un peu comme une opération de marketing. Donc, on a un produit dans lequel la dénomination est certaine, mais après, lorsqu'on va voir la liste des ingrédients, on ne les retrouve pas. Donc, cette alimentation, elle est cachée dans différents instruments, mais elle n'est pas un élément clé de l'agriculture qui se prépare. Et donc, est-ce que la politique agricole joue encore un rôle dans le laboratoire institutionnel, un rôle clé dans cette recherche d'une souveraineté alimentaire ou d'une alimentation souveraine? Mais si on regarde un peu les instruments traditionnels de la politique agricole commune, on voit toute une série d'instruments qui sont, certainement ils sont là pour régler des questions d'urgence, des questions d'émergence, des situations de crise, mais ils ne donnent pas l'idée donc d'un véritable instrument stratégique, d'un véritable instrument de recherche, d'une autonomie stratégique pour ces secteurs. Les véritables enjeux des stratégies alimentaires, on les retrouve dans les pactes verts, dans les Green Deal. Donc, ces pactes verts, comme les noms l'indiquent, ont comme objectif primaire affiché celui de la neutralité climatique. Donc, on veut, d'ici 2050, atteindre un niveau d'émissions nettes de CO2 égal à 0. Donc, le but est clair, le but affiché, c'est un but donc environnemental. Mais il n'y a pas que ça. Donc, derrière, il y a d'autres aspects, il y a d'autres éléments. Donc, ce n'est pas un hasard que les pactes verts étaient parmi les priorités du programme de Mme von der Leyen lors de son premier mandat. Les Green Deal n'étaient pas là pour faire plaisir à M. Timmermans, aux écolos européennes. C'était et il est un élément clé du programme de la Commission pour les 5 années qui se sont écoulées, et on verra aussi pour les prochaines. Donc, je vous disais, il s'agit d'un élément clé de cela, mais pourquoi agir? Pourquoi l'avoir prévu? Dans Pacte vert, dans Green Deal, il y a deux éléments. Il y a Green et Deal. Donc, il y a la partie verte, mais il y a aussi la notion d'impact. Voyons un peu la notion verte de cela. Donc, quel est l'objectif? L'objectif, je vous ai dit, la neutralité, mais pourquoi? Pour préserver l'environnement,
pour essayer d'endiguer ces phénomènes des fontes des glaces, pour éviter la montée des eaux, les phénomènes d'érosion qui frappent déjà nos côtes, les phénomènes des sécheresses. Il y a des villes entières qui sont soumises à des inondations. Ici, c'est Jakarta, donc c'est la capitale de l'Indonésie. Ils ont décidé de construire une nouvelle capitale dans une zone non inondable. Donc, ils ont renoncé. Donc, ça vous montre que déjà, il y a des défis qu'on n'arrive plus avec nos technologies et nos instruments à pouvoir y faire face. Et donc, on arrivera un jour à une situation dans laquelle il y aura pas mal des zones de la planète qui seront submergées. Et cela a des conséquences, bien évidemment, des natures humaines, donc des populations qui seront obligées à migrer, donc des réfugiés, on a cette nouvelle dénomination des réfugiés climatiques, et alors toute une série de questions qui se posent, mais on aura aussi des conséquences économiques et des conséquences juridiques. Imaginez si ces morceaux de terre, c'est les derniers morceaux en surface d'un ancien État indépendant. Qu'est-ce qu'on va faire de la population qui vivait là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire des institutions politiques de cet État? Où on va placer cette population? Est-ce qu'ils auront droit encore d'avoir un État? Bon, je ne vous donne pas l'exemple de la dernière fois que les Nations Unies ont essayé de donner un État à une population, donc Israël. On est depuis 70 ans encore dans l'état où on est aujourd'hui. Donc, imaginez donc les conséquences économiques et juridiques qu'il y a. La conséquence de la répartition des zones territoriales, les zones territoriales dont les États ont les contrôles. Donc, c'est une certaine distance depuis les terres émergées. S'il n'y a plus de terres émergées, ces zones-là, elles deviennent des eaux internationales. Ça veut dire que n'importe qui peut aller y pêcher, que n'importe qui peut aller extraire des hydrocarbures ou des minéraux du sol. Donc, vous voyez quel genre de problématiques il y a. Il n'y a pas que l'environnement derrière, mais il y a aussi des dimensions bien plus larges, bien plus complexes, auxquelles il faut à tout prix trouver des réponses humaines, des réponses économiques, des réponses juridiques. Les Nations Unies y travaillent, donc aussi, il y a des commissions qui s'occupent de cela, mais comme vous voyez dans l'image, bon, les Nations Unies ont un peu l'air de prendre de l'eau sous les poids de toute une série de conflits ou de problèmes auxquels ils ne réussissent pas à fournir des réponses. Mais je vous disais, il y a Green et il y a Deal, il y a les pactes. Et les pactes, ils portent sur quoi? Mais ils portent sur toute une série d'éléments. Il y a l'histoire de la fin des moteurs thermiques, la réduction du CO2, l'isolation des bâtiments, les nouvelles ressources énergétiques, la recherche des matières premières critiques. Donc, et je pourrais ajouter, il y en a d'autres. Il y a les Chip Act, donc sous les microchips, sous les semi-conducteurs. Il y a la nouvelle politique industrielle verte et digitale, il y a la question de la défense et la question des armements. Donc, vous voyez, ce n'est pas que pur environnement, mais la politique environnementale est devenue presque d'une politique transversale, elle est devenue une politique centrale. Donc, une sorte de nouvelle stratégie globale qui incorpore tous les autres. Et vous les voyez, je ne vais pas vous décliner tous les aspects de ces pactes verts, mais il a donc toute une série d'objectifs qui sont poursuivis à différents niveaux et aussi une structure qui couvre l'environnement, le climat, les financements, l'économie. Donc il y a aussi une nouvelle terminologie qui mérite d'être soulignée. On parle des stratégies, on parle des pactes, on ne parle plus d'une politique spécifique. Donc, les Green Deal devient une sorte d'objectif, donc, de nature géopolitique qui va au-delà du traditionnel champ d'application des politiques traditionnelles. La politique environnementale, la politique agricole, la politique commerciale. Donc, on a dans cette époque, comme je dirais, une époque de questionnement transgenre, nous assistons à un objectif qui est transnational, transplanétaire et transpolitique. Donc, qui veut essayer justement d'englober tous ces aspects dans une seule stratégie. Et ce qui est
intéressant et un peu paradoxal, c'est qu'il y a plus d'agriculture et d'alimentation dans les Green Deal que dans la politique agricole elle-même. Donc, pour vous montrer que donc, ces objectifs vont bien au-delà des anciennes politiques sectorielles. Je ne rentre pas dans les détails des différents sous-instruments qui ont été mis en place, comme la stratégie de la ferme à la table, mais je vais plutôt m'arrêter un instant sur la question de savoir est-ce que la Commission va poursuivre dans ses objectifs? Il y a certains qui voient des signaux que la Commission aurait intention de changer de cap et d'abandonner les Green Deal. Donc, ma lecture, au moins au stade actuel, on est au début. Donc, les nouveaux commissaires viennent d'être désignés, les auditions sont encore en cours, mais la présidente a déjà présenté son programme et quels sont ses objectifs et sa stratégie pour les prochaines 5 années et surtout pour les premiers 100 jours. Elle s'est donné des délais très stricts et donc dans les premiers 100 jours, elle voudra mettre en place toute une série des mesures, donc y compris un plan industriel. Donc, elle a pris note du rapport Draghi sur la compétitivité au niveau européen. Elle va élaborer une stratégie pour l'agriculture, une stratégie pour la gestion de l'eau, et tout cela parce que ce n'est pas seulement, ça c'est un extrait de son discours lors de son investiture, donc elle dit, ce n'est pas seulement notre sécurité alimentaire qui en dépend, mais aussi notre compétitivité dans son ensemble. Donc, dans son nouveau programme, l'impact est toujours là, il est toujours vert, mais l'accent est mis sur les volets industriels, les volets de la compétitivité, les volets énergétiques. Donc, des aspects qui étaient déjà présents avant, mais pas dans la dimension qu'ils vont avoir dans cette nouvelle version. On parle toujours des green, mais on parle des green growth, des croissances vertes. Ça, c'est les nouveaux concepts, ça sont les nouveaux mots-clés. D'ailleurs, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'une société donc, qui est prospère et de protection de l'environnement s'il n'y a pas de croissance. Donc, ça sont les éléments clés, donc, de ce nouveau programme qui se veut pragmatique, neutre d'un point de vue technologique et surtout qui donne une large place à l'innovation. Et donc, dans ces premiers 100 jours, un des objectifs, c'est élaborer une nouvelle stratégie pour l'agriculture. Les travaux ont déjà commencé. En début d'année, sous pression de la rue, les manifestations incendiaires à Bruxelles, la présidente a confié à un expert en histoire du Moyen-Âge, donc d'apporter les réponses à la question. Donc, à une question, je ne dirais pas $1 million, mais bon, à 150 000 €. Donc, c'est le montant que les professeurs en question ont reçu pour ces travaux. Mais les résultats... Bon, les mots sont là, il y a dialogue, il y a stratégie, il y a futur, il y a agriculture. Bon, il y a un proverbe qui dit « on en a pour son argent ». Donc, est-ce qu'effectivement, il fallait payer $1 million et pas 150 000 pour avoir une réponse un peu plus globale? Bon, j'ai lu ces rapports, donc je les parcouru en long et en large. Il y a plein de vieilles nouvelles idées, il y a beaucoup d'ingénierie financière, il y a une vision qui, à mon avis, effectivement, manque un peu des stratégies. Bon, c'est ça que moi j'ai trouvé. Je vous cite juste une des recommandations de ces rapports. Elle se lit « Des zones rurales attrayantes revêtent une importance fondamentale pour la sécurité alimentaire, la viabilité future de la société et la démocratie libérale. » Bon, moi personnellement, si l'enjeu est la sécurité alimentaire, la viabilité, la démocratie libérale, les mots-clés n'est pas attrayante. Ça doit être dynamique, ça doit être stratégique, ça doit être compétitif, ça doit être quelque chose, voilà, d'un peu plus parlant que simplement les mots attrayants. Donc, où est la stratégie? Si la stratégie est couper les aides aux agriculteurs, donc est-ce qu'effectivement cela va répondre à la demande justement des agriculteurs et de la société? L'idée, c'est de remplacer les subsides par des subsides cofinancés par les secteurs privés qui normalement cherchent la rentabilité.
ou alors demander aux agriculteurs de demander remplir des dossiers pour la Banque européenne des investissements. Est-ce qu'ils sont des instruments stratégiques? Moi, effectivement, j'ai quelques doutes. Si le but est de concentrer les aides sur ceux qui en ont besoin, il équivaut à en faire une politique sociale. La PAC n'a jamais été une politique sociale, c'était toujours une politique économique. Si le but est de payer ceux qui, contribuent à l'environnement, oui, d'accord, c'est un objectif en tant que tel, mais il ne faut pas oublier une autre chose. Donc, si on parle des services rendus à la société, à mon avis, la nourrir me semble indiscutablement les premiers services qui est rendu par nos agriculteurs. Et donc, c'est pour cela que les agriculteurs devraient être rémunérés. Imaginez une agriculture dans laquelle on produit plus, mieux, pas cher, et en étant soumis à la concurrence mondiale, avec moins d'aide et avec plus de contraintes environnementales, relève de la quadrature du cercle. Donc, mais ça, c'est les conclusions du rapport en question. Et heureusement, il existe d'autres instruments, des stratégies et des souverainetés alimentaires au niveau européen. Là non plus, je rentrerai dans les détails, mais c'est pour vous montrer que l'agriculture commence à elle a un rôle clé dans d'autres secteurs. On parle d'agriculture dans la directive sur la cybersécurité. On parle d'agriculture dans les instruments du marché unique pour les situations d'urgence, dans les filtrages des investissements directs, dans l'autorité européenne pour les situations d'urgence sanitaire. Donc, le secteur agricole est reconnu comme un secteur critique et ces infrastructures doivent être protégées au même titre que les infrastructures industrielles. Donc, les ports d'Anvers ont le droit d'être protégés, mais aussi notre industrie agroalimentaire a le droit d'être protégée. Un premier exemple d'application de ces mesures, c'est la recherche des matières premières critiques. Donc, un état des lieux a été fait. On a pas mal de secteurs dans lesquels l'Union européenne dépend des importations. Et ça pour des raisons qui sont aussi des raisons ici j'utiliserai les mots géologiques. Donc, il y a des minéraux qui en Europe n'existent pas. Ou alors ils existent, mais dans des zones protégées. Et donc, d'où la question, est-ce qu'on peut ouvrir des mines dans des parcs naturels? Bon, l'enjeu est l'autonomie stratégique. Donc, un jour, la question, elle se posera. Donc, est-ce qu'on va chercher ces minéraux dans des zones protégées ou pas? Donc, déjà, des pays commencent à se poser des questions. Dans cette liste, il y a deux produits qui sont très importants pour les secteurs agricoles parce qu'ils sont deux engrais, donc essentiels pour l'agriculture. Ce qui est intéressant, c'est de voir les pourcentages des dépendances et envers quel pays. Donc, vous voyez, dans la troisième, quatrième colonne, on voit les pays qui sont les pays producteurs et les pays dont on importe. Donc, c'est très important de faire cet état des lieux pour tous les produits européens pour essayer de faire ce que la présidente récemment a mentionné. Il n'y a pas simplement la question de l'autonomie stratégique, elle a parlé de de-risking, donc de l'idée de diminuer les risques. Diminuer les risques, ça signifie diminuer nos dépendances de certains pays dont on ne sait pas quels sont les régimes et quelles sont les garanties qu'ils peuvent nous offrir demain. Vous avez vu le Covid. Du jour au lendemain, la Chine a fermé complètement ses portes, contrat ou pas contrat. Donc, chacun devait se débrouiller. Les pactes verts prévoient une dimension également liée à l'alimentation et notamment à l'alimentation durable. Un des éléments clés de cette stratégie du pacte vert, c'était celle de lutter d'un côté contre l'obésité. Vous avez vu tout à l'heure les chiffres que je vous ai donnés au niveau planétaire, et d'un autre côté, de lutter contre les gaspillages alimentaires. Mais pourquoi tout cela? Pour en faire une norme mondiale. L'idée, c'était d'avoir à nouveau un critère européen qui puisse s'appliquer à l'ensemble de la planète. Donc, vous dites une norme mondiale, mais pourquoi justement légiférer? Pourquoi aller si loin? Mais on oublie parfois un aspect
que je vous ai mentionné tout à l'heure, la puissance réglementaire européenne. C'est un des éléments clés de cette institution. Donc la force réglementaire. L'Union européenne a une puissance économique, mais également une puissance normative. On a la capacité de fixer des normes et donc notre capacité d'influencer les restes de la planète dépend effectivement de notre capacité de conclure des accords avec les pays tiers qui puissent donc englober ces normes, les appliquer et donc on puisse donc les exporter les normes, pas simplement les produits, donc pour pouvoir à ce niveau-là compter donc au niveau planétaire. Souveraine dans quel royaume? Donc la question est là. En 2000, on avait 25% du PIB mondial, donc on pouvait un peu plus facilement imposer nos normes. En 2030, on comptera que pour moins de 15%. Est-ce qu'on sera capable encore d'imposer nos normes, de dicter nos règles, d'être les régulateurs du monde? Donc, vous voyez, l'importance aussi de la croissance économique, c'est essentiel parce que, voilà, moins qu'on compte au niveau de la production des richesses, moins aussi on aura des capacités d'influencer les restes de la planète. Et quelle place nous reste alors dans un monde qui est de plus en plus bipolaire? Donc, est-ce qu'on doit choisir entre être la 51e étoile dans les drapeaux américains ou être les capes occidentales du continent asiatique? Donc, ça sont les deux alternatives qui éventuellement peuvent se poser, mais dans les deux cas, c'est un destin des provinciaux. Donc, et des provinciaux qui ont connu à un certain moment la gloire d'être les nombrils du monde, mais qui aujourd'hui risquent de ne plus l'être. Donc, vous imaginez les niveaux de frustration que cela peut engendrer. Je m'approche donc aux conclusions. Donc, il y a deux constats alors géostratégiques que j'essaie de tirer. Donc, les premiers au niveau européen, donc quelle est la réponse à ces besoins de stratégie, à ces besoins d'autonomie? Là aussi, je trouve que la réponse est faible. Donc, vous avez vu les rapports agricoles qui ne fournissent pas des réponses. On a délégué tout aux États membres. Donc, ceux qui doivent établir des plans stratégiques nationaux pour l'agriculture. Vous avez, bon, je ne pense pas que c'est votre rôle, mais qui a lu les plans stratégiques? Je vois dans la salle quelqu'un qui pourrait l'avoir fait, mais la plupart des gens ne lisent pas ces programmes. Et dans ces programmes, qu'est-ce qu'il y a des stratégies en matière d'alimentation et de souveraineté? Il n'y a rien. Même dans les plans italiens et dans les plans français, qui sont les deux pays qui font de l'agroalimentaire les fers de lance de leur économie, il n'y a rien sous la stratégie alimentaire. Donc, vous voyez déjà au niveau européen à quel niveau on est. Au niveau mondial, bon, l'Union européenne essaye avec sa stratégie commerciale d'attirer de plus en plus de pays dans ses alliances. Donc, derrière les accords avec les Mercosur, il n'y a pas là le lobby folle de vendre des voitures allemandes aux Brésiliens. Il y a tout un enjeu de stratégie. La volonté est celle de s'assurer que tous les continents latino-américains appliquent les mêmes règles européennes. Et donc, à ce moment-là, l'importation et les exportations seront beaucoup plus faciles pour les deux côtés, mais surtout, et on revient au discours que je vous faisais tout à l'heure, il y aura un partage d'intérêts, mais également, il ne faut pas l'oublier, un partage des valeurs. Les Sud-Américains sont celles qui ont effectivement un peu plus d'affinités en termes de valeurs que d'autres parties de la planète, bien qu'il y ait aussi des stratégies pour le reste de la planète. Mais on vit aussi dans un monde qui est de plus en plus dual, de plus en plus bipolaire. Donc, on a d'un côté les États-Unis, d'un autre côté la Chine. Bon, les États-Unis, sous les États-Unis, il suffit, on attend maintenant les résultats des élections américaines, mais des gens peuvent constater que peu importe qui va gagner en novembre, c'est clair qu'ils vont continuer leur politique protectionniste. La politique de Biden est celle de Trump, celle de Kamala Harris ou celle d'un Trump 2 qu'on ne souhaite pas, mais bon, ça sera la même. Ça sera de relancer la consommation américaine à tout prix avec de l'argent qui est investi. Les Américains, ils ont conclu des accords avec les pays fournisseurs de semi-conducteurs pour se protéger. Ils ont adopté un acte
Act, les IRA, Inflation Reduction Act, presque 800 milliards de dollars. Vous imaginez 800 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques. Donc, mais c'est ça la différence entre les États-Unis et l'Europe, parce que l'Union européenne aussi, elle a adopté un plan industriel pour répondre en partie à cela et en partie relancer tout ça. Mais dans ces plans industriels qui portent sur quelques milliards d'euros, il y a quelques millions pour l'agriculture. Dans les plans américains, dans les 800 milliards, il y en a 20 milliards pour les agriculteurs. Donc, vous voyez donc les dimensions, vous voyez l'importance qui est donnée dans d'autres pays, l'importance géostratégique qui est donnée à ces secteurs. Venons à la Chine. Donc, jusqu'à quelques années, on parlait du partenaire incontournable. Aujourd'hui, c'est devenu les rivales systémiques. Donc, vous voyez comment les langages a fort changé. Mais il reste toujours cette réticence due à la dépendance très forte des économies européennes, de pas mal des pays européens, de la Chine, à critiquer ouvertement ces pays, sa politique, sa stratégie, sa violation perpétuelle des droits de l'homme, donc des crimes contre l'humanité qui sont commis systématiquement. Il n'y a que le Parlement européen qui a osé adopter une résolution pour geler l'accord sur les investissements que l'Union européenne était prête à signer avec la Chine. Les partis, l'oligarchie communiste chinoise est claire dans son programme. Donc, ils ont toute une série de stratégies en place, dont notamment ce qui s'appelle Dual Circular Development Model, qui vise à quoi? Là, c'est une véritable autonomie. Et c'est une autonomie, je dirais, même plus que stratégique. Ils veulent devenir autonomes et indépendants d'ici 2050, donc être capables de s'approvisionner et d'être capables de vendre leurs produits à qui? Non plus aux pays tiers, donc aux Européens ou aux Américains, mais à leur population. 1 milliard de consommateurs qui auraient acquis un statut économique un peu plus élevé et donc qui pourraient se permettre tous ces nouveaux produits dont ils sont capables de produire en pleine autonomie. Donc vous voyez les autres pays à quoi ils travaillent, donc à quel genre d'autonomie. Et vous pensez qu'ils vont penser aux droits de l'homme, ils vont penser à donner un peu plus de droits. Non, leur objectif, c'est de donner une amélioration économique à leur population. Le reste de la planète, ce n'est pas leur souci principal. Et tout cela, en même temps, une politique qui vise à avoir aussi un usage des énergies renouvelables très élevé. La croissance est de 4 fois plus rapide que les G7. Donc, vous voyez, ils sont capables, en peu d'années, de réussir à combler la différence qui existe avec l'Union européenne. La même chose dans les nucléaires. Et alors, il suffit qu'ils annoncent la construction des 1000 centrales à charbon dans une année, que tous les efforts de l'Union européenne dans son ensemble pour réduire les CO2 sont réduits à néant. Donc, parce qu'ils vont polluer autant que nous essayons de réduire nos pollutions. Si vous voyez donc les commerces vis-à-vis de la Chine, donc la balance commerciale, c'est clair que c'est en faveur de la Chine. Vous voyez les exportations de l'Union européenne et les importations donc de la Chine. Donc regardez les panneaux solaires. Donc dans les premiers semestres, nous avons importé 58% des panneaux solaires chinois. Donc, à la fin, c'est qui paye les bien-être chinois et sa lutte pour l'environnement? C'est nous. C'est l'Europe, c'est nous, citoyens, qui chaque jour, en achetant des panneaux solaires chinois, un vélo électrique avec la batterie chinoise, les voitures électriques, tout ça, nous finançons avec un transfert d'argent. Donc, à notre détriment, nous créons la richesse de la Chine, de notre ex-partenaire incontournable et maintenant rival systémique. Et ce qui est peut-être un peu plus tragique, c'est qu'ils viennent aussi nous prendre nos bons produits. Donc, les chocolats risquent d'être une marchandise très rare qui sera vendue seulement aux riches
riches chinois parce qu'ils pourront se permettre d'acheter du bon chocolat. Nous, on devra se contenter des produits des moindres qualités. Donc, je vais conclure encore quelques mots. Donc, tout au début, j'ai rappelé cette idée, effectivement, des souverainetés, que ça ne doit pas être, effectivement, comme disait le président Macron, ça ne doit pas être une souveraineté des replis. L'idée, c'est que ça soit, effectivement, une souveraineté réelle, une souveraineté européenne, les seuls moyens, disait le président français, d'affirmer notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Vous voyez les mots valeurs et intérêts qui reviennent dans les discours français, ils sont inversés, mais ils sont là. Donc c'est ça les éléments clés. Et pourquoi? Parce qu'autrement, ce qu'on risque, c'est qu'on se retrouve dans un monde dans lequel nos fameux droits, les droits de l'homme auxquels l'Union européenne, auxquels certains pays font leur étendard, donc ils essayent de les défendre partout, ils ne seront considérés que des us et coutumes d'une province nombriliste, donc qui se regarde elle-même, donc face à d'une planète qui aura d'autres valeurs, d'autres principes et qui pourra les imposer parce qu'elle aura les moyens de les faire. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a la situation pire, la pire situation dans laquelle pourra se retrouver l'Union européenne dans ces contextes, ça sera celui d'être face à une dictature riche. Ça sera vraiment les pires ennemis que l'Union européenne peut risquer dans ces contextes. D'où les besoins, voilà, de retrouver cet élan, d'avoir une stratégie pour pouvoir défendre nos valeurs, avoir des valeurs communes, donc des valeurs qui sont défendues, qui sont partagées dans une Europe qui n'est pas morcelée, qui est plus solidaire, qui est productive, qui fait de la croissance, ces éléments clés, effectivement, sont les éléments clés d'une Europe qui pourra vivre en sécurité et en souveraineté. Je vous remercie.